BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, très heureux de vous retrouver pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end de la tech sur 01 TV, sur YouTube, 01net.com, sur la chaîne 01 TV sur les box. Et puis aussi bien sûr sur l'appli RMC, l'appli BFM Business et le dimanche matin donc sur BFM Business Radio Télé. Si avec ça vous nous ratez, c'est que franchement vous le voulez. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, petit vaccin de rappel sur une marque qui a toujours prôné la qualité et l'innovation. Il s'agit de Jabra. Jabra qui est l'un des leaders dans le monde de l'audio. Et on reviendra un petit peu sur l'ADN de Jabra, sur son histoire et puis surtout sur les tendances en matière d'audio. On sait que les intra-auriculaires, des trous wireless sont en train de bouleverser ce marché. Comment aussi se positionne Jabra face à Apple, qui évidemment cartonne avec ses AirPods. Ce sera tout à l'heure avec mon invité. Je vous rappelle que vous pouvez aussi à tout moment réagir sur la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous êtes de plus en plus nombreux à y adhérer. N'hésitez pas. Et puis bien sûr le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT pour commencer, tous les titres d'actualité qu'il fallait absolument découvrir cette semaine. C'est avec Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François. Toujours un plaisir de retrouver mon camarade Raphaël Grabli de BFM Tech, l'actu du moment. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts. On va parler smartphone, on va parler politique avec l'Australie. On va parler aussi des faux pas de De Vialet dans le monde du son. Mais pour débuter, le smartphone. Raphaël, avec pas mal de news concernant notamment Xiaomi qui vient d'annoncer son nouveau smartphone haut de gamme qui était très attendu. Ouais. Le Mi 11, donc le haut de gamme de Xiaomi, qui vient d'être en fait, il avait été annoncé en décembre. Là, il vient d'être annoncé pour la France. Alors, le prix, c'est 750 € ou 799 €, comme d'habitude, c'est selon la quantité de mémoire. Oui. Donc, Xiaomi, finalement, qui garde un peu son positionnement habituel, c'est-à-dire rester un peu moins cher, en fait, qui prend un peu la place qui est comparable à OnePlus, finalement, dans le positionnement, c'est-à-dire moins cher que les vrais, entre guillemets, smartphones premium, mais qui promet, évidemment, l'expérience similaire à celle d'un Galaxy S21. Alors, évidemment, le son Harman Kardon, c'est intéressant. Ouais, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, notamment quand on sait qu'il y a Samsung aussi en face. C'est pas anodin. Oui, puisque Harman Kardon appartient aujourd'hui à Samsung. Exactement. Évidemment, compatible 5G. Chez les Chinois, c'est même plus, c'est plus un débat depuis maintenant 1 an et demi. Évidemment, l'écran avec le petit notch, le petit poinçon, mais un grand écran, comme d'habitude chez Xiaomi. Je suis assez étonné, moi, sur la photo. Alors, je suis assez étonné. Je fais semblant d'être étonné parce qu'évidemment, le smartphone, on le connaît depuis quelques semaines puisqu'il a été présenté pour la Chine. Mais c'est vrai que finalement, Xiaomi se distingue quand même vachement de la concurrence parce que, on va plus trop parler de Huawei, mais même Samsung, qui, je pense, est vraiment c'est l'outsider qui vise Samsung, clairement, mise beaucoup sur le zoom. Et là, Xiaomi fait le pari totalement inverse, c'est-à-dire pas de zoom, pas de téléobjectif. Alors évidemment, il y a un zoom numérique, mais avec un zoom numérique, on va jusqu'à du x2, et puis après, il y a un gros capteur, je crois, non ? Il y a un gros capteur avec beaucoup de pixels. C'est du 108 mégapixels. Donc on peut un peu zoomer dans l'image. Voilà, c'est vrai mais on n'a pas de zoom optique. Avec un capteur comme ça, on fait un bon zoom x2, x5, ça reste à peu près acceptable, et puis après, c'est fini. L'ultra grand angle, forcément, puisque c'est aussi très à la mode. Mais le troisième, au lieu d'avoir un téléobjectif, ils mettent un mode macro. Alors, donc le mode macro, rappelons-le, c'est pour faire des photos en très 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 gros plan. Voilà, donc si vous aimez les fleurs, par exemple, ou les insectes. Ouais, enfin le mode macro. Alors je sais pas, est-ce que pour l'Asie c'est perçu d'une façon différente ? Peut-être. Mais c'est vrai qu'en France, en Europe, le mode macro, on s'en fout un peu quand même. On s'en sert jamais du mode macro. Souvent, en général, d'ailleurs, la qualité d'image est pas dingue. Alors après, on peut avoir des bonnes surprises, mais je suis un peu dubitatif moi sur l'offre photo de ce smartphone, qui est certes très jolie, mais qui vraiment, je trouve, est un peu limité en photo. Après, la qualité d'image chez Xiaomi, on sait que c'est correct, que c'est pas les meilleurs, mais on reste dans ce bon rapport qualité-prix. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer pour Xiaomi, qui est dans une période, on le rappelle à chaque fois, mais Huawei n'existe quasiment plus. Les chiffres, moi j'ai eu des sources dans l'industrie en Europe, les chiffres de vente de Huawei. Autant Huawei est en train de mourir de sa belle mort dans le monde du smartphone. En fait, oui, bien sûr. Autant l'année dernière et sur les derniers mois, ils arrivaient à peu près à tenir en vendant des anciens modèles. Le P30 Pro notamment. Qu'ils ont ressorti 12 000 fois. Autant sur les nouveautés,
ils ne vendent plus rien, puisque les téléphones sont... Je ne parle pas pour les plus férus de technologie, mais pour Madame Michu, entre guillemets, un smartphone Huawei, c'est un smartphone qui est inutilisable. Bien sûr, puisqu'il n'a pas les services Google. Il n'a pas les services Google. Donc, je parle vraiment pour la majorité des gens, évidemment. Parmi ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah non, Huawei, on peut bidouiller. Oui, c'est vrai. Mais pour la majorité des gens, c'est inutilisable. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc là, il y a évidemment tous les services Google, même si Xiaomi est aussi enquiquiné par les Américains en ce moment. Ils sont sur la liste noire militaire. Oui, militaire, mais ils ne sont pas empêchés de travailler, parce que la grande différence avec Huawei, c'est que Xiaomi n'est pas dans les infrastructures et qu'il ne met pas son doigt dans les infrastructures. Donc ils sont 5G. Toujours autorisés à travailler avec Google et à avoir tous les services. Ils sont autorisés. Je pense qu'ils vont faire attention aux États-Unis quand même. Mais clairement, en France, du coup, les deux qui ont un coup à jouer, c'est Xiaomi et Oppo. Tout à fait. Et Oppo qui est maintenant, je crois, 4e dans le monde et qui monte bien en France. Ils ont quelques pourcentages de parts de marché, mais enfin... oui, et puis ils sont agressifs. Ils vont dépasser Huawei sûrement dans les prochains mois. Ils font de la pub et ils ont de bons produits. Exactement. Voilà. Et après, tout l'enjeu pour Xiaomi, c'est d'arriver à convaincre sur ce type de produit, alors que Xiaomi, c'est quand même l'entrée de gamme, c'est leur cœur de gamme, c'est là où ils sont très forts, c'est sur les produits à 250 € sur lesquels ils ne font pas de marge. Donc maintenant, il faut qu'ils essaient de marger et de gagner de l'argent, plus que de conquérir. Voilà, donc ça va être, à mon avis, le grand défi pour Xiaomi, mais qui a un coup à jouer au même titre qu'Oppo, par l'absence de Huawei. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les pubs à la télé Xiaomi et Oppo, qui sont, comme tu disais, assez agressifs, ils mettent partout service Google, pour bien que les Français comprennent que c'est pas comme Huawei. Quand on achète du Xiaomi, on achète aussi du Google. Alors, ça c'est pour Xiaomi. Quelques petites annonces plutôt un peu plus rapides concernant la concurrence. On parle déjà du futur iPhone qui... Ça y est, on y est. Voilà, on est en février. On a les premières rumeurs. Et Apple commence vraiment à songer de manière très sérieuse au futur iPhone. C'est-à-dire que là, en principe, en février, les protos sont quasiment arrêtés. Exactement. Et on s'attaque Normalement, ils sont déjà dans les premiers allers-retours avec la Chine. Chez Foxconn pour aller mettre ça en pré-production. Enfin, c'est-à-dire, voilà, normalement, les choix sont arbitrés quasiment. Et la principale nouveauté qu'on attend tous, alors, dans le monde du mobile, les nouveautés sont de plus en plus pointues parce que forcément, le gros des nouveautés, il y en a de moins en moins, mais c'est évidemment l'écran. Alors, est-ce que ce sera l'iPhone 13 d'ailleurs? Moi, je me pose la question sur le nom. Je sais que, évidemment, le chiffre 13 est un chiffre porte-malheur. Dans les hôtels... On parle de 12S, beaucoup. On parle de 12S, même si il y a le 12S, l'année d'après, il faudra bien finir par faire le 13. Le 13 ou le 14. Oui, c'est clair. Mais visiblement, ça ne sera pas l'iPhone révolutionnaire, celui de cette année 2021. Pas. Donc c'est pour ça qu'on pourrait imaginer qu'il y a un S. C'est vrai. Le retour du S. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un changement de design assez important avec le 12 qui est d'ailleurs franchement réussi, donc il n'y a pas tellement de raison de le changer, je trouve. La principale nouveauté de ce prochain iPhone, ce serait enfin cet écran à 120 Hz, c'est-à-dire qu'il sera plus fluide, bien sûr. Fluide. Et quand on sait que la force d'iOS et la force de l'iPhone, c'est la fluidité, moi j'ai envie de dire d'avoir les deux, à la fois la fluidité d'iOS et à la fois l'écran 120 Hz. Et là, à mon avis, ça va être royal. Avec peut-être aussi un capteur d'écran, un capteur d'empreinte dans l'écran, puisque c'est vrai que la pandémie a sans doute fait réfléchir Apple avec Apple le qui Face est ID. Obligé de mettre en place une nouvelle fonction qui va être déployée avec iOS 14.5 au printemps, où on pourra déverrouiller son iPhone avec un masque, en fait, s'il détecte qu'on a l'Apple Watch. Mais pour Apple, c'est vrai que c'est compliqué parce que sur Android, chez tous les Android, on a maintenant le capteur d'empreinte sous l'écran. Et c'est vrai que sur iPhone, c'est un handicap. En période de pandémie, on est tous masqués. Et puis, comme on le dit souvent, quand une technologie est mature, ça va chez Apple. Ce capteur d'empreinte sous l'écran, c'est mature. Ça fait maintenant 2-3 ans, c'est mature. Donc, il n'y a pas de raison qu'Apple ne passe pas le cap. Dans les rumeurs concernant aussi le marché du smartphone, il y a cette information assez intéressante. On a déjà parlé de Carl Pei ici, dans De quoi je me mêle, qui est le fondateur de OnePlus. Un mec très intéressant, visionnaire, etc., qui avait un beau projet avec OnePlus. Il est parti de OnePlus il y a quelques mois de cela. On sait qu'il a des projets. Il veut créer une nouvelle marque de smartphone qui s'appelle Nothing. Et il commence vraiment à structurer sa marque en rachetant un autre constructeur qui s'appelle Essential. Oui, alors Essential, qui était la boîte fondée par Andy Rubin, le fondateur d'Android. Tout à fait. Qui avait fondé ça il y a 3 ans, je pense, 4 ans. Qui voulait sortir le smartphone ultime sous Android. Essentiel. Voilà. Mais qui n'a pas été essentiel, visiblement. Qualité, mais qui n'a pas été essentiel, qui a été
que la boîte n'a pas réussi à s'envoler. Alors là, ce qu'on voit d'ailleurs à l'image, il y avait un autre projet, mais qui a été avorté de smartphone comme ça, tout en longueur. Mais Un peu bling-bling, hein, là, quand même. Le truc. voilà, pourquoi. Enfin, ça aurait été. J'aurais bien aimé voir ce que ça Ouais, donnait. Mais ouais, bon, c'est apparemment, la viabilité économique n'était pas au rendez-vous. Était Bon, peut-être un les peu. couleurs un peu compliquées quand Ouais, même. Hein. c'est ça. Et donc voilà, Carl Pei qui veut se lancer dans ce nouveau projet. Alors ça s'appelle Nothing et pour le moment on sait à peu près Nothing, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils disent qu'ils veulent créer un écosystème. Alors les ambitions sont extrêmement belles. Après la question c'est qu'est-ce qu'on va avoir devant nous. Donc on aura des écouteurs sans fil, ça on le sait, mais enfin bon, des écouteurs sans fil en 2021. Oui. Hein, c'est pas... Il faut vraiment arriver avec un truc nouveau pour, oui, pour faire sensation. Non, mais ils sont sûrement très bien, mais voilà, c'est pas ça qui va nous faire changer Exactement. de vie. Après, c'est le smartphone. Mais le smartphone, alors Carl Pei a déjà réussi quelque chose avec OnePlus. C'est vrai qu'il a, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, OnePlus a une image et a une expérience utilisateur qui est à part dans le monde d'Android. Avec une surcouche extrêmement sobre. Il y a des défauts sur la photo, ils ne sont pas forcément toujours à la hauteur, mais je trouve que OnePlus propose une expérience exceptionnelle dans ça va être l'univers intéressant de voir cette alliance, en fait. Hein, exactement, Essential, parce que Essential, c'est Nothing. aussi de l'Android stock, Android Exactement, pur exactement. sucre. À surveiller. À surveiller de très près, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et on devrait avoir des nouveautés rapidement, au MWC voilà, 2021, donc fin juin, c'est ça. Exactement. Et alors, Carl Pei, je vois qu'il essaie de répliquer quand même quelque chose de OnePlus, c'est ce côté communauté. C'est vraiment la communauté qui a porté OnePlus. Il avait fait ça avec les early adopters en 2014, avec les invitations pour avoir le OnePlus One. Il fallait avoir une invitation. Alors là, il propose aux fans, futurs fans, d'investir carrément dans la boîte, sans savoir dans quoi ils investissent. Mais on sent qu'il essaie d'impliquer une certaine communauté. Et de créer une communauté tout autour de ça. Et j'ai l'impression qu'on dit souvent, il est admirateur de Steve Jobs, mais j'ai l'impression que c'est un peu du Elon Musk aussi. Voilà, il essaie un peu dans sa façon de communiquer sur Twitter. Cela dit, il prend quand même pas les moins mauvais. C'est pas le pire, exactement. On revient en France, Raphaël, avec une marque d'audio qu'on apprécie. C'est Devialet. Devialet qui a vécu une semaine un peu compliquée avec des bugs, une série de bugs sur ses petits écouteurs. Oui, Devialet qui a des grosses ambitions sur le marché du très grand public, qui a sorti ses écouteurs, les Gemini. Donc c'est les écouteurs rivaux des AirPods Pro. Alors, sur la qualité intrinsèque des écouteurs, ils ont fait fort parce que franchement, les avis sont assez dithyrambiques sur la qualité du son. Après, faut dire qu'ils savent y faire. Devialet, oui, ils sont pas mauvais. Alors évidemment, avec les Phantom, vous savez, c'est leurs enceintes un peu au look incroyable. Exactement. Alors ils avaient franchi un cap il y a 2 ans, je crois, avec la Phantom à moins de 1 000 €. Enfin bon, ça reste quand même 1 000 €. Et là, alors ils ont fait des deals avec Freebox, avec SFR aussi, pour équiper soit des enceintes connectées, soit la Freebox avec Delta. Huawei aussi, il y a une enceinte connectée donc Huawei. On sent que Devialet a envie d'infuser un petit peu le grand public. Et là, les Gemini, c'était vraiment le produit vraiment très attendu. Et alors, des grosses qualités, un problème de bug avec des grosses difficultés pour beaucoup de clients, notamment d'appairage. Alors, je crois que c'est 20% des cas. Ce qui est énorme, quand même. C'est Devialet, j'ai pu un peu échanger avec eux là-dessus, 20% des cas. Après, le côté positif, c'est qu'il n'y a pas non plus de panique à avoir parce que c'est un problème qui est purement soft. Donc, ils vont pouvoir faire une mise logiciel. à jour. Et en fait, ils ont dit, comme on est Devialet et qu'on veut vraiment avoir une image absolument parfaite en termes de SAV, on propose à tout le monde le remboursement. On leur propose même de se faire rembourser. On leur renverra des écouteurs neufs avec la mise à jour. Sinon, ils attendent la mise à jour. Donc, une petite alerte pour Devialet, mais qui va aussi pouvoir recruter des ingénieurs parce qu'ils ont levé pas mal d'argent. Je crois qu'ils ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros en fin d'année dernière. Donc, c'est un petit faux pas. Mais heureusement, je pense que d'ici quelques semaines, ce sera plutôt plus de peur que de mal, parce que finalement, ça reste du soft. Et j'espère. Tu parlais de Jabra tout à l'heure, mais moi, j'espère aussi que Devialet va trouver sa place dans cet écosystème. C'est une très, très belle marque. Mais bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, ils étaient dans les Apple Store il n'y a pas si longtemps. Oui. Et ils ont maintenant leur propre magasin. Exactement. Qui commence à ouvrir. Et quand on est dans les Apple Store, en général, c'est qu'on fait quelque chose de pas mal. 299 €, les Gemini. 299 €. Donc c'est pas donné. On peut s'attendre quand même à un produit irréprochable. Oui, bien sûr. C'est clairement pas le nivellement par le bas en termes de prix pour concurrencer les AirPods Pro. C'est sûr.
Voilà, on enchaîne avec d'autres sujets peut-être un petit peu plus, on va dire, sérieux. Hein. Vous avez sans doute lu et vu dans l'actualité un peu partout ces histoires incroyables d'hôpitaux qui sont paralysés par des cyberattaques. Et puis il n'y en a pas qu'un. Hein. On avait connu ces épisodes incroyables de chaînes de cliniques aux États-Unis qui étaient piratées il y a quelques mois de cela. Et bien maintenant, ça y est, c'est chez nous et c'est en France. Oui, hein, il y a une grosse vague de cyberattaques. Alors, il y a deux hôpitaux. Surtout en cette période, on va dire, de détresse du système de santé en France avec le Covid. C'est terrible. Malheureusement, ceci explique cela, en fait. Hein. C'est ça qui est dramatique. Hein. Alors, évidemment, on ne va pas parler de la morale des hackers qui piratent des hôpitaux, qui mettent des gens en eux danger, n'en ont pas, visiblement. qui, eux, ont zéro morale, qui ne pensent évidemment qu'à l'argent, et qui mettent des vies en danger. C'est-à-dire qu'il y a deux hôpitaux. Il y a l'hôpital de Dax et l'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui ont été piratés là, au cours de la semaine dernière. Même mode opératoire, hein, un ransomware, c'est-à-dire un rançongiciel, finalement assez traditionnel. On attaque, on déploie le ransomware. Qui rentre comment, en fait Alors, c'est là où c'est intéressant. C'était notamment un expert en cybersécurité que j'ai entendu sur BFM Business, justement, et qui parlait du lien, qui faisait le lien avec la cyberattaque contre la mutuelle des hospitaliers. En fait, la mutuelle des hospitaliers a été attaquée. Alors, c'est une hypothèse, il y a quelques semaines. Et du coup, ça veut dire que les hackers ont mis la main... Sont rentrés par ce biais-là, Alors, en fait. En tout cas, ils ont mis la main sur des données sensibles de beaucoup de personnel hospitalier. Et on peut se demander si en mettant la main sur des données sensibles, ça leur a pas ouvert la porte pour un peu, peut-être par une forme de phishing, par des mails, appâter un petit peu en mettant en confiance, en affichant certaines données pour faire croire qu'ils étaient plus en confiance, qu'ils pouvaient les mettre en confiance. Certains personnels hospitaliers de ces hôpitaux, c'est une hypothèse très intéressante, puisque souvent, malheureusement, les cyberattaques, ça vient de failles humaines. Alors, dans les failles humaines, je mets la faille qui consiste à ne pas mettre à jour le système informatique, qui est une faille humaine, une faille des failles de formation, des failles de sensibilisation. Finalement, on se retrouve avec ces hôpitaux avec qui sont attaqués, avec des conséquences absolument dramatiques. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand un système informatique d'un hôpital est attaqué, Raphaël? Concrètement, ça paralyse en partie l'activité de l'hôpital ou de la clinique? Ah ben oui, totalement. En fait, très concrètement, vous êtes au secrétariat de l'hôpital, vous avez un patient qui arrive, vous ne pouvez plus accéder à son dossier. Vous avez un patient qui vient de se faire opérer en chambre, qui est arrivé pour se faire hospitaliser. Son traitement, il est dans le dossier informatique, peut-être que le patient n'est pas conscient, vous ne pouvez pas y accéder. L'imagerie, les scanners, les IRM, les radios, les rendez-vous, vous avez tout perdu. Mais oui, parce que tout est connecté, en fait. Tout est connecté. L'historique même des examens, vous pouvez l'avoir perdu. Donc, c'est absolument dramatique. Donc, comme disent la phrase qui revient tout le temps, c'est on revient au papier et au stylo. Et donc, c'est vraiment extrêmement pénalisant. Donc, résultat, on est obligé de déprogrammer des opérations. Les patients aux urgences sont renvoyés vers d'autres hôpitaux. Ils gardent que vraiment les urgences vitales. Donc, évidemment, c'est des conséquences assez dramatiques. Donc, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, de sécurité des systèmes d'information, qui intervient. C'est le pompier de la cybersécurité qui intervient, qui, d'une part, fait l'état des lieux, recommande de ne jamais payer. Là, ils n'ont pas payé la rançon, évidemment. Qui ensuite va procéder à un long travail pour... En fait, tout est bloqué, donc il faut, entre guillemets, enlever la gangrène et recréer quelque chose de sain. Et donc, tout le travail de l'ANSSI et des équipes de l'hôpital, c'est de recréer un cœur de réseau parfaitement sain. Et sécurisé. Sécurisé, évidemment. Et puis ensuite, et c'est là où la prévention est indispensable, de récupérer les données. Mais pour les récupérer, il faut qu'il y ait eu des précautions et que les données aient été sauvegardées. Et bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de sauvegarde, on ne peut pas accéder aux données. On peut recréer un cœur de réseau, mais on repart à zéro. Voilà, c'est ça. Donc, on recrée un cœur de réseau, et puis après, il faut réimplémenter toutes les données, les dossiers patients, l'imagerie. C'est des semaines. C'est des semaines de travail. Et en pleine période de Covid. Et puis, c'est des centaines de milliers d'euros. Et évidemment, la motivation, elle est crapuleuse, c'est de faire payer. Ouais. Et j'imagine qu'il y a certains hôpitaux qui payent, ou certains organismes qui payent, même si... En France, d'ailleurs, c'est un peu comme ce qui se passe avec les prises d'otages. Ça dépend des pays. Des pays ont certaines politiques. La France, la politique, c'est de ne jamais payer. Mais effectivement, pourquoi est-ce que les hackers continuent ? Parce qu'il y en a qui payent, évidemment, notamment aux États-Unis. Et puis, c'est des rançons en millions d'euros.
Et oui, puis n'oublions pas que ces hackers aussi récupèrent, en même temps qu'ils bloquent toutes ces données, ils récupèrent des données personnelles Alors, c'est là où ils gagnent des deux côtés. des patients. C'est là où ils gagnent des deux côtés. Et ces données, ils peuvent les revendre Voilà, après. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, c'est hyper important que tu dises ça parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas de paiement qui a été fait, ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que les données médicales, pour derrière les revendre sur le dark web, pour peut-être du phishing derrière, ça a de la valeur. Un dossier médical, ça dépend de l'expertise, c'est entre 50 et 200 $. Donc c'est énorme. Donc effectivement, tu as raison de préciser ça, parce que même si on n'a pas de rançon qui est payée, les hackers, malheureusement, ont toujours... Il y a de l'argent derrière tout ça. Il y a de l'argent derrière. Direction l'Australie maintenant, magnifique pays, continent incroyable, mais qui ne se laisse pas faire, face aux géants de l'Internet. Ouais. Hein. Et après Google, c'est l'Australie s'attaque à Facebook, c'est tendu. En ce moment, on sait que Google a plié face aux éditeurs en fait de contenu australiens parce que en fait l'Australie en gros voulait que Google rémunère les éditeurs de contenu, hein, les médias. Donc Google a plié. Et en revanche, le même problème est en train de se passer avec Facebook. Ouais. Et là, c'est un peu plus tendu visiblement. En fait, il y a un projet de loi, mais d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe en Europe, ce qui est en train de se produire en Europe avec les histoires de droits voisins. En gros, la question est très simple. Sur Facebook, évidemment sur le feed d'actualité ou sur Google dans les résultats de recherche, Facebook gagne de l'argent grâce aux liens quelque part vers les médias. Et la question, c'est est-ce que Facebook doit rémunérer les médias ? Et parce que sur Facebook, on se retrouve avec des miniatures, des résumés de l'article, comme sur Google. Bien sûr. Et toute la question, c'est est-ce que Facebook et Google doivent payer les médias dont ils utilisent les contenus ? Ou est-ce que, quelque part, eux, leur argument, c'est de dire oui, mais c'est de la visibilité parce qu'on leur envoie du trafic. Tout à fait. Enfin bon. Et puis après, il y a les éditeurs de contenu qui se disent oui, mais vous avez vu, ils gagnent de l'argent sur notre dos, finalement. Voilà, exactement. Parce qu'il y a de la pub sur non Facebook. Seulement ils gagnent de l'argent sur leur dos, mais en plus, ils sont concurrents, puisqu'ils concurrencent les régies publicitaires des médias. Donc, ils gagnent, mais en étant leurs concurrents. Ouais. Donc, évidemment, c'est un combat acharné en Europe et donc en Australie. Bien sûr. Et l'Australie a le courage de défier. En fait, le gouvernement a Google fait un projet de loi en disant maintenant, vous utilisez les contenus des éditeurs, vous payez. Google a dit d'accord. Ils ont dit nous, on va payer. Ils ont fait un accord. Ça a été tendu pendant un moment. Hein. Même Google avait menacé de se retirer de l'Australie. Parce que ça fait ça crée un précédent pour eux. C'est une jurisprudence. En fait, c'est tout leur modèle économique. Si l'Australie arrive à gagner, tous les autres pays vont pouvoir aussi, ça ouvre une brèche en fait. Exactement. Et alors le projet de loi n'a pas encore été voté, mais là depuis quelques heures, Facebook, en préventif comme ça, ils ont dit on supprime tous les contenus des médias de Facebook, tous les contenus des médias australiens de Facebook. Résultat, les médias australiens, toutes les publications ont été supprimées. Et même en France, si vous essayez de mettre un lien d'un média australien, ça ne marche pas. Ça ne marche plus, voilà. Donc Facebook a sorti l'arme nucléaire, la sulfateuse. Alors franchement... Alors est-ce que c'est une étape, on va dire, un peu d'intimidation avant d'arriver à un deal ? C'est des méthodes quand même Oui, c'est vrai que c'est un peu violent quand même. Désolé. Hein, en fait... Facebook voudrait continuer à se faire encore plus détester, il s'y prendrait pas. Oui, c'est vrai que c'est non, mais compliqué. là, et en plus, ils démontrent, et c'est ce que je dis souvent, ils démontrent une fois de plus leur monopole, parce que derrière, les médias, ils vont dire, donc, il n'y a plus de Facebook qui vont montrer leur chute d'audience. Et donc, quelque part, Facebook va un peu démontrer qu'il est en position de monopole là-dessus. Donc... C'est aussi mon biais de journaliste. Évidemment, on fait partie des médias, mais dire qu'on est payé en exposition, je suis désolé. C'est comme vous avez un artiste qui va vendre ses toiles et quelqu'un va dire non, je t'expose, tu vas gagner en exposition, mais je te paye pas. Non, je suis désolé. On utilise un contenu, bien sûr. On le paye. Facebook refuse de payer. Il faut bien qu'on soit rémunéré à la fin. Hein, exactement. Et Facebook, en faisant ça, je trouve, crée aussi un précédent, c'est-à-dire en disant nous, de façon totalement arbitraire, on peut éjecter tous les médias d'un pays en 24 heures. Bon, c'est le week-end, et le week-end en général, on en profite pour se regarder de bonnes séries. Disney+ a annoncé pas mal de nouveautés. On voit que Disney a un peu la pression face à Netflix. Hein. Il faut absolument que le catalogue de Disney+ s'étoffe. Et ça va être le cas dans les jours et les semaines qui viennent, avec l'arrivée d'énormément de contenu de la Fox. Et puis surtout, de nouvelles productions, Raphaël. Oui, il y a deux grosses nouveautés pour Disney+. L'arrivée d'un 6e univers. Il y a Marvel, Star Wars, National Geographic, Disney évidemment, Pixar. Et donc il va y avoir Star. Alors Star, c'est on va dire un univers qui est dédié tout simplement au contenu pour adultes. Enfin, quand je dis pour adultes, c'est non familiaux, pas forcément pour les enfants, avec des films
tels qu'on peut les retrouver ailleurs. Donc c'est vraiment pour concurrencer Netflix et Amazon, c'est-à-dire sortir de ce côté. C'est pour les enfants, c'est pour les fans de Marvel, c'est pour les fans de Star Wars. Et donc, ils ont tout un catalogue, parce qu'ils sont évidemment propriétaires d'un catalogue très important. Ils ont des séries aussi comme 24, comme Desperate. Alors d'ailleurs, 24, ça vient d'arriver aussi sur Netflix. Donc, Oui, je me demande comment c'est géré. c'est vrai, c'est sans doute pays par pays, je pense. Ouais, c'est pays par pays, mais donc c'est intéressant. Alors, ça s'accompagne d'une hausse de prix importante, plus 30%, je crois, puisqu'on passe de 7 € à 9 €. Alors, ceux qui sont déjà abonnés gardent le tarif de 7 € pendant 6 mois. Donc, Et de toute façon, après, c'est la stratégie de tous ces façon, services ils partent de bas SVOD. pour On se accumuler. souvient de Netflix au départ, C'était pas cher, et c'était puis ça- 8 €, et puis voilà, maintenant et puis- on est à 15. Voilà, on est à 15. Voilà. Mais 15 € pour Netflix, ça reste. Enfin, Mhm. c'est un jugement personnel, mais c'est un prix totalement acceptable aussi. Mhm. Mais effectivement, au début, c'est des prix d'appel pour capitaliser, pour engranger de l'abonné, et ça marche très 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 bien avec Disney+. Ils ont explosé tous leurs objectifs. Et la nouveauté, c'est que Disney+ va investir dans des séries françaises. Oui, alors ils sont obligés, puisque Oui. c'est la loi. Ils doivent Oui, ils font investir. pas ça que pour nos beaux yeux. Non, mais en fait, c'est d'une pierre deux coups. Déjà, c'est respecter la loi parce que les grandes plateformes doivent investir de l'argent dans les productions locales. En France, il y a 4 séries françaises, mais de toute façon, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, c'est ce qui va permettre de rivaliser avec Netflix, parce que Netflix, c'est 20 milliards d'investissements par an dans le monde. Alors évidemment, sur ces 20 milliards, il y a des investissements locaux dans tous les pays, Mhm. mais parce qu'ils ont bien compris que pour marcher, ils avaient besoin d'investir localement. Netflix doit se rapprocher de ces marchés parce que, en France, on aime les séries françaises aussi. D'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, les séries les plus regardées, je suis désolé, mais ça reste des Joséphine Ange Gardien, Demain nous appartient. Et c'est typiquement l'audience de Disney+, en plus. Et voilà, c'est exactement, ça. voilà. Et donc, ils ont tout intérêt à investir dans les contenus locaux. C'est ce qu'ils vont faire. Et puis, en plus, comme ça, ils s'achètent aussi un peu la sympathie des productions Exactement. et des autorités locales. Et des autorités locales. Donc, ils font d'une pierre deux coups. Merci Raphaël pour toutes ces infos passionnantes. Vous l'avez vu cette semaine, encore une fois, l'actu était très chargée. Merci Raphaël. Avec plaisir, François. Raphaël Grabli, donc journaliste à BFM Tech, que vous pouvez lire bien sûr sur BFM Tech. Ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Marque que tu connais bien aussi, dont on va parler, c'est Jabra. Dans un instant, je vais recevoir le porte-parole de Jabra, l'une des boîtes dédiées à l'audio les plus intéressantes en matière d'innovation. A tout de suite, on revient dans un instant. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.